Bonjour, et donc ma mission c'est de vous parler de la toxicité volémique, quoi de neuf en 2019. Et si on veut parler de toxicité volémique, le meilleur indicateur, le plus fort, c'est la mortalité. Et quand on veut parler de toxicité volémique, on pense tout de suite à l'hypervolémie, l'ultrafiltration totale, taux d'UF, prise de poids interdialytique, hypertension, natrémie, différentiel de natrémie au gradient de sodium, poids sec, etc. Donc énormément de points que je dois vous présenter en une vingtaine de minutes. Donc je ferai de mon mieux pour aller au vif du sujet rapidement. On m'a dit quoi de neuf en 2019, donc j'ai choisi de me limiter à la dernière décade, donc 2009-2019, avec beaucoup de questions. Certaines ont des réponses, d'autres restent posées. Et je ne peux pas m'empêcher de penser en disant qu'est-ce qui a changé. C'est la même chose que le 10-year challenge que tout le monde utilise dans les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et il y a des choses qui ont changé et des choses qui ne changent pas. Les valeurs sûres. Donc 2009, je commence par 2009. Surcharge liquidienne chronique chez les hémodialysés chroniques, ça va nous donner hypertension artérielle, accélération de l'artériosclérose, forte prévalence d'hypertrophie ventriculaire gauche et la déplétion hydrosodée optimale qui va nous permettre d'atteindre le poids sec. Donc c'est le cadre général qui est reconnu par tout le monde et rapporté dans cet article d'Agarwal en 2009. Dans cet article, il nous parle de réduction du poids sec chez les patients hémodialysés hypertendus et nous montre que si on choisit la courbe en rouge, celle dans laquelle on fait plus d'ultrafiltration, plus rapidement, on gagne sur la pression artérielle par rapport au groupe contrôle dans lequel on fait nos séances selon nos habitudes classiques. Ça concerne la pression artérielle systolique, mais c'est la même chose pour la pression artérielle diastolique, où on gagne encore une fois rapidement quelques millimètres de mercure, puisque l'étude, vous le voyez, s'est intéressée à la baisse à 4 semaines, puis à 8 semaines, et la tendance se confirme. Vous le voyez ici d'une façon plus globale. Il y a une corrélation globale quand on parle de population, mais vous voyez qu'à l'échelle individuelle, quand on prend un point donné, ce n'est pas forcément bien corrélé, mais là, à l'échelle du groupe, c'est une corrélation avérée. En 2009 toujours, on cherche à baisser la pression artérielle en réduisant la volémie, mais le risque, c'est l'hypotension intradialytique. Et on voit les conséquences de cette hypotension intradialytique qui sont reconnues. Et vous le voyez ici de façon claire, ceux en haut qui n'ont pas d'hypotension intradialytique ont une meilleure survie par rapport à ceux qui ont des épisodes fréquents d'hypotension intradialytique. J'arrive à une étude ou à une base de données qui a été utilisée dans plusieurs articles, dont je cite quelques-uns. C'est la base de données Mondo. Mondo pour Monitoring Dialysis Outcomes. Et donc, c'est une étude internationale qui sont les pays qui sont concernés sont colorés en noir ici. Donc, des milliers de patients qui sont suivis. Et vous voyez, c'est fait exprès de garder tout le tableau, mais je vais insister sur les hospitalisations, les critères durs, la mortalité, mais aussi sur les signes vitaux et sur la surcharge et la façon de gérer le statut volémique des patients qui a été bien étudié dans cette base de données. La mortalité, bien sûr, a été étudiée et c'est ce qui fait l'intérêt pour cette présentation. Donc, si nous prenions 40 000 dialysés dans cette étude-là, ces 40 000 dialysés qui sont décédés, puisque l'étude, dans cet article, pris le choix de voir les patients décédés et de revenir sur la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé avant leur décès. Et on voit que ici, pour la pression artérielle systolique, femmes en haut, hommes en bas, il y a, avant la survenue du décès, le décès c'est la fin de l'axe des abscisses, donc le 0, donc avant le décès, de quelques semaines, 6 mois à peu près, il y a une baisse significative de la pression artérielle. Et les différentes courbes, ce sont les différentes catégories de centres selon la région géographique.
Et donc vous voyez que la même tendance est retrouvée en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. C'est une tendance sûre. Vous voyez ici la même chose pour la prise de poids interdialytique qui baisse avant le décès. Vous voyez ici donc l'effet donc la baisse de l'albumine, encore une fois, avant le décès, et l'augmentation significative de façon exponentielle de la CRP avant le décès. Je rappelle que ça concerne 40 000 décès chez les hémodialysés et la tendance se confirme, encore une fois, dans toutes les régions. Donc, quelle est la relation entre surcharge hydrique et mortalité, puisque on a parlé de prise de poids interdialytique, d'hypertension artérielle, bien liée à la mortalité dans cette étude. Vous voyez qu'on est en 2017, JASN, et on nous dit dans cet article de Carmine Zoccali qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent d'études de cohorte pour explorer la relation entre l'exposition chronique à une surcharge volémique et la mortalité. Vous voyez que c'est quelque chose qui, pour nous, est reconnu, et pourtant, la première étude qui va le faire date de 2017. Comment ils ont fait? Ils ont pris 55 000 hémodialysés, ils ont choisi ceux parmi eux qui avaient une évaluation de l'état volémique au cours des 3 premiers mois par un moyen objectif, ici la bioimpédancemétrie. Et parmi eux, ils ont choisi ceux qui ont eu d'autres mesures par la suite au cours de l'année. Et finalement, ils ont retenu les 22 845 patients hémodialysés qui avaient terminé l'année et qui avaient eu plusieurs mesures de la volémie par bioimpédancemétrie. Ils les ont classés. Vous voyez que la distribution est gaussienne. À gauche, c'est donc la surcharge volémique avec un seuil qui a été mis en pointillé pour distinguer ceux qui sont en hypervolémie franche et ceux qui ne le sont pas. Et vous voyez dans la figure de votre droite que c'est la pression artérielle, et ils ont fait le choix arbitraire de considérer la pression artérielle en prédialyse comme normale à l'état de base, c'est-à-dire au cours des premières séances de dialyse des 3 premiers mois, entre 130 et 160 mm de mercure. C'est le choix dans le cadre de ce travail. Et vous voyez qu'à l'état de base, pour donc la figure de votre gauche, il y a une augmentation de la mortalité donc quand on baisse la pression artérielle au-dessous de cet intervalle de référence, et également une augmentation, bien qu'elle soit moins franche, de la mortalité quand on est au-dessus de 160 mm de mercure. Ça, c'est à l'état de base. Quand on prend les pressions artérielles moyennes, donc la moyenne des pressions artérielles systoliques au cours de l'année de suivi, vous voyez que l'augmentation est plus franche du risque relatif, aussi bien au-dessous des 130, mais aussi au-dessus des 160 mm de mercure. Donc la relation avec la pression artérielle est établie. Ici, on va ajouter un autre critère. La pression artérielle, ce sont 3 catégories, les moins de 130, ceux qui sont entre 130 et 160 et ceux qui sont à plus de 160. Et vous voyez une comparaison entre ceux qui sont en surcharge, c'est la courbe en haut, par rapport à ceux qui sont en normovolémie, c'est la courbe en bas. Et vous voyez que pour chaque catégorie de pression artérielle, il y a une surmortalité de ceux qui sont en surcharge. Et vous voyez que le fait d'avoir une pression artérielle inférieure à 130, chez ceux qui sont en surcharge, correspond au plus haut risque ou à la plus grande augmentation de risque, puisque ici on a une augmentation de risque à 51% quand on s'intéresse aux chiffres à l'état basal, et quand on s'intéresse à la moyenne de l'année, l'augmentation est de 94%. Finalement, c'est une population à haut risque, celle qui a une hypotension artérielle malgré une surcharge volémique importante. Donc ici, un article de Chazot et de Guillaume Jean dans l'Idée internationale en 2013 qui essaye de mettre tous les éléments du puzzle dans une même figure pour nous dire voici la relation entre les différents points qui interviennent dans cette toxicité volémique ou l'effet de la surcharge volémique. Et on insiste ici sur l'inflammation et donc là, sa relation avec l'excès volémique. Est-ce que c'est établi? Il y a une étude qui répond à cette question, c'est celle-là, toujours à partir de la même cohorte,
Et vous voyez qu'à partir de 8883 patients qui ont été approchés pour l'inclusion, 5450 ont été retenus parce qu'on a exclu tous ceux qui n'avaient pas de vraie évaluation à la fois de l'état inflammatoire et de la volémie par bioimpédancemétrie. Et on a suivi ces patients puisque vous voyez qu'il y a une évaluation de base, mais qu'il y a aussi un follow-up de 6 mois par la suite avec la recherche de la mortalité comme critère dur encore une fois. Et vous voyez que quand il y avait une volémie normale en prédialyse, c'est la courbe en haut ici, c'est-à-dire qu'on est dans l'intervalle moins 1,1 plus 1,1 litre par rapport à la volémie normale, et donc on est dans l'intervalle de la normalité, on avait le meilleur taux de survie. En post-dialyse, ceux qui avaient le meilleur taux de survie, ce sont ceux qui étaient en hypovolémie relative, suivis de ceux qui étaient en normovolémie. Et quelle est la relation avec l'inflammation? On a stratifié pour mettre en haut ceux qui n'avaient pas d'inflammation, choisissant le seuil arbitraire de 6 mg par litre, et en bas ceux qui avaient une inflammation donc avec une CRP supérieure à 6 mg par litre. Et on va voir que la même tendance est retrouvée, que ce soit le premier groupe ou le deuxième, mais que la surmortalité est encore plus forte quand on est dans le groupe avec inflammation associée à la surcharge. Le problème, c'est que quand on a une inflammation, ça peut durer ou pas. Quand on est en surcharge, ça peut changer aussi. Et donc finalement, c'est un processus dynamique. On peut imaginer 4 groupes, ceux qui n'ont ni inflammation ni surcharge, ceux qui ont l'un ou l'autre, et ceux qui ont les deux, l'inflammation et la surcharge. Et vous voyez les pourcentages, ceux qui changent de statut au cours du suivi, au cours de cette année. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne sur le plan risque de mortalité. Le plus élevé, ce sont ceux qui avaient une surcharge et une inflammation et qui l'ont gardé. Et le risque relatif est supérieur l'odds ratio est supérieur à 9. Alors, par rapport à la référence, c'est celle de ceux qui n'avaient ni inflammation ni surcharge et qui ont gardé cet état pendant toute l'année. Je passe maintenant, toujours à partir de la cohorte Mondo, à une étude publiée en 2018 qui s'intéresse à l'état hydrique pré-dialyse, à la pression artérielle systolique pré-dialyse et au devenir des patients dialysés. On s'est beaucoup intéressé dans cette étude à la relation entre surcharge volémique et hypertension artérielle systolique ou à hypotension artérielle systolique comme 2 causes de décès qui s'ajoutent à l'inflammation et au taux d'ultrafiltration. Et je reviens donc à cette catégorie que j'ai bien spécifiée tout à l'heure, ceux qui sont en surcharge et qui en plus ont une hypotension artérielle. Regardez ici. La population de référence, c'est celle qui est donc au milieu. Je n'ai pas de pointeur, donc c'est celle-là. Et donc, à quoi correspond cette population? Elle correspond à ceux qui ne sont pas en surcharge, qui sont dans le fameux intervalle moins 1,1 plus 1,1 et qui ont une pression artérielle ici choisie comme normale quand la systolique est entre 110 et 140. Ils ont choisi ça comme population de référence et ils ont mis un code couleur. Le blanc quand le risque relatif est égal à celui de la population de référence, le jaune quand il est légèrement augmenté, le rouge quand il est très augmenté, et le bleu, c'est quand le risque relatif est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a une certaine protection par rapport au risque de mortalité. Et vous voyez que la seule catégorie qui est en bleu, c'est celle des patients qui sont en normovolémie avec une pression artérielle systolique basse, alors que quand la pression artérielle systolique est basse, ici, bon, j'arrive pas là. Oui, la flèche, je la vois pas. Oui, elle est là. Donc, quand cette catégorie-là, la pression artérielle est basse avec un état d'hypohydratation, la surmortalité est importante. Tout ça, c'est en prédialyse. En post-dialyse, toujours la même catégorie de population de référence, mais vous voyez cette fois-ci que le bleu est plus large. Il concerne tous les patients qui sont en hypovolémie après la séance de dialyse. Donc, on a intérêt à baisser la volémie
en post-dialyse a une valeur inférieure à celle indiquée par la bioimpédance-métrie comme valeur de référence. Baisser le poids sec, est-ce que ça a une relation avec la mortalité? Oui. Ici, ils ont pris des patients, 189, qu'ils ont suivis pendant 5 ans dans cette étude japonaise. Ils ont pris ceux qui avaient survécu au-delà de 1 an, donc pour avoir une population suivie et stable. Et puis par la suite, ils ont comparé donc en fonction de la probabilité de survie, en fonction de la baisse du poids sec. Ceux qui avaient le plus baissé leur poids sec sont ceux qui ont le moins survécu. Et vous voyez ici la comparaison, diminution du poids sec avec non-diminution du poids sec, et vous voyez que la non-diminution du poids sec correspondait à un meilleur taux de survie. Surcharge volémique, prise de poids interdialytique et mortalité cette fois-ci. Ils ont pris dans cette étude les patients dans les 90 jours après l'initiation de l'hémodialyse, près de 40 000 patients. Ils ont eu l'évaluation de la volémie avant et après dialyse et ils ont donc estimé la prise de poids interdialytique et séparée en quartiles. Donc 4 quarts pour la prise de poids interdialytique, pour la surcharge volémique en prédialyse et pour la surcharge volémique après dialyse. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit donc les quartiles ici, donc 4 concernant la surcharge donc volémique post-dialyse. Et au sein de chaque quartile pour cette surcharge volémique, on a distingué 4 quartiles concernant la prise de poids interdialytique. La population de référence, puisqu'il faut en choisir une, ça sera celle du deuxième quartile pour les 2 éléments, c'est-à-dire celle-là. Ceux qui sont au deuxième quartile pour la surcharge et le deuxième quartile pour la prise de poids interdialytique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, quand on voit la ligne d'identité, que ceux qui avaient le plus de mortalité, ce sont ceux-là, que ce soit à donc la phase initiale ou après 12 mois, c'est-à-dire ceux qui ont une surcharge pondérale, surcharge hydrique qui se confirme, mais aussi ceux-là, ceux qui ont donc le plus faible quartile d'état de prise de poids interdialytique pour chaque catégorie, c'est-à-dire que la prise de poids interdialytique faible est ressortie encore une fois comme un facteur de risque majeur de surmortalité. Alors que tous les jours, on dit à nos patients qu'il faut avoir une prise de poids interdialytique faible. Cela vient simplement de cette constatation, celle-là, parce qu'en post-dialyse, ceux qui ont donc la prise de poids interdialytique la plus faible, ce sont ceux qui étaient en surcharge volémique à la sortie de la dialyse précédente. Et donc finalement, ça serait le témoin de la sortie de dialyse précédente en surcharge. Je terminerai par l'hyponatrémie, par cet article qui est disponible en ligne, qui n'est pas encore sorti, donc Kidney International Reports, qui nous parle d'hyponatrémie chez le dialysé. Et on a tendance, surtout au cours de cette présentation, à parler de surcharge volémique comme cause d'hyponatrémie, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres, et que je ne citerai pas, puisqu'il y a eu toute une session hier sur l'hyponatrémie. Et vous voyez que cette hyponatrémie a une prévalence très variable. En haut, souligné en rouge, une prévalence de 29% quand on avait choisi un seuil de définition de l'hyponatrémie à moins de 136 milli-équivalents par litre ou millimoles par litre. Alors que quand on a choisi un seuil un tout petit peu plus bas, 134, la prévalence était de 8%. Finalement, c'est un seuil difficile, pas si difficile à établir, puisqu'on a une corrélation entre le seuil de définition et la prévalence. Ici, on est en hémodialyse. En dialyse péritonéale, on ne retrouve pas la même chose, puisque pour un même seuil de définition, dans des populations différentes, européennes ou américaines, on trouve une prévalence de l'hyponatrémie qui est vraiment très variable, allant de 9% à 75%. Et voici les résultats sur la mortalité. En haut, les hémodialysés, en bas, les patients en dialyse péritonéale. À gauche, l'anatrémie de base, à droite, l'anatrémie au cours du suivi. Et vous voyez que pour l'hémodialyse, nous avons
donc une relation, une corrélation bien claire. Plus la natrémie élevée, plus la mortalité baisse. Donc à l'état de base, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ce sont les patients qui viennent d'être mis en dialyse. Par contre, pour les patients qui sont dialysés depuis longtemps, la relation n'est pas linéaire, mais en U, c'est-à-dire qu'on a un intervalle de natrémie qui correspond à la valeur de référence, et quand on s'éloigne de cette valeur de natrémie, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on a une augmentation de la mortalité. Le dernier élément concernant la natrémie, c'est le gradient de sodium, qui est un facteur modifiable, et vous voyez que le gradient qui est bien sûr la différence entre la natrémie mesurée et le sodium du dialysat, et vous voyez que plus cette différence est importante, plus il y a une prise de poids interdialytique et plus il y a de taux d'ultrafiltration par la suite. Tout cela donne une augmentation du nombre de patients qui nécessite une ultrafiltration supérieure au seuil de 10 ml par kilo par heure, mais cela n'a pas d'impact sur la mortalité ou sur le taux d'hospitalisation à 6 mois. Il y a plusieurs façons d'évaluer cette volémie. Je conclurai par l'évaluation de la volémie qu'on a menée dans une étude dans le service, en dehors des séances de dialyse, dans laquelle on a utilisé plusieurs moyens d'évaluation, dont l'échographie pulmonaire, la bioimpédancemétrie, la mesure de la veine cave inférieure, le BNP, et comparé ces différentes techniques chez 70 patients hémodialysés chroniques depuis plus d'une année, et trouver ici que tous ces moyens d'évaluation sont concordants globalement. Par la suite, on a comparé le résultat obtenu par rapport à l'évaluation subjective faite par 3 médecins. Ils ont donné leur avis sur le plan clinique, sur l'état d'hydratation, en suivant l'historique du patient, etc., pour dire est-ce qu'il est en normovolémie, en hypervolémie ou en hypovolémie. Et on a comparé ça à l'aveugle par rapport aux données, je rappelle, qui ont été obtenues en dehors de la séance de dialyse. Et voici ce qu'on a obtenu. Les médecins avaient raison dans 15,6% des cas seulement. Il y avait 14,3% de sous-estimation et donc 70% de surestimation. Mais je rappelle que l'intervalle était vraiment très étroit puisqu'on est entre moins 1,1 et plus 1,1 litre. Et cette différence était encore plus grande quand on a un âge plus jeune. Vous voyez que l'âge moyen de la catégorie pour laquelle on a surestimé était de 47 ans par rapport aux autres qui étaient un tout petit peu plus âgés. Donc finalement, ça nous pousse à réfléchir sur notre façon d'évaluer et pour dire que la clinique ne suffit pas. Dernière diapositive. Ce sont les publications de 2019, encore une fois. Cette revue qui nous parle de volémie et son rapport avec l'insuffisance rénale chronique terminale, qui insiste sur le caractère dynamique de cette évaluation. Et celle-là qui juge les pratiques de prise en charge de la volémie et leur relation avec l'hypotension intradialytique et le devenir des patients, que ce soit hospitalisation ou événements cardiovasculaires. Ce sont les données de l'étude DOPS à partir de plus de 10 000 patients et on voit que les données sèment beaucoup de doutes. Il y a ici des augmentations du risque relatif de mortalité quand on a mieux évalué, donc beaucoup de doutes. Et je termine donc par la même chose qu'au départ. Entre 2009 et 2019, on avait beaucoup de questions. On a beaucoup de publications. Vous avez vu que j'ai fait des choix, mais il y en a énormément. Et donc, je vous laisse le choix de voir si c'est plus clair ou pas. Merci.